Bienvenue à Bruxelles, bienvenue au Parlement européen pour un nouveau numéro spécial du Bar de l'Europe, un numéro maxi d'1 h 30 pour tenter de mieux comprendre les enjeux des élections européennes et aussi les aspirations des citoyens qui aujourd'hui veulent avoir leur mot à dire et pas seulement en mettant un bulletin dans l'urne tous les 5 ans. Voici le Bar de l'Europe, version maxi. Et Esmeralda Labi sera à mes côtés une nouvelle fois tout au long de cette émission dans laquelle nous allons recevoir des figures de proue des différents groupes politiques européens. Je ne vous en dis pas plus, surprise, mais on entendra aussi, Esmeralda, des paroles citoyennes. Et d'abord, vous avez rencontré une militante qui réclame davantage de démocratie en Europe en matière financière. Exactement, elle s'appelle Aline Farès, elle est diplômée d'une haute école de commerce, elle a été banquière pendant 10 ans, son quotidien c'était les profits, les bénéfices, et puis du jour au lendemain elle a tout envoyé balader pour devenir militante anti-finance. Elle est aussi à l'origine de la création d'un laboratoire de recherche pour désorceler la finance. Alors, rencontre avec cette ex-banquière devenue militante. Bonjour, comment allez-vous? Alors, Aline Farès, merci d'avoir accepté notre invitation ici au musée de la Banque nationale de Belgique. On se disait que pour une ancienne banquière, peut-être que ce lieu allait vous inspirer ou vous impressionner, peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'il vous impressionne? Non, pas vraiment. En tout cas, c'est un bâtiment institutionnel qui, je pense, est quand même fait pour impressionner quand on voit les volumes, le type d'architecture. Et c'est un peu comme les banques en général, avec leurs grandes constructions, leurs tours dans les centres d'affaires. Les banques nationales, en général aussi, ont toujours des bâtiments qui sont très impressionnants et qui, à mon avis, exercent quand même un pouvoir sur les gens, le quidam qui passe, et une mise à distance probablement. Ça, c'est intéressant. Alors, on va parler justement finance, mais aussi démocratie. Mais j'ai une première question. Vous avez créé un laboratoire qui s'appelle un laboratoire de recherche désorceler la finance. C'est correct, hein, je ne me trompe pas, c'est bien désorceler. Qu'est-ce que oui, ça ça veut dire, s'appelle désorceler la finance. Alors déjà, ce n'est pas moi qui l'ai créé, mais nous sommes un collectif de un certain nombre de personnes, principalement des artistes, de différentes pratiques artistiques, à avoir créé ce laboratoire qui s'appelle effectivement désorceler la finance. Désorceler, c'est un terme qu'on a emprunté à une anthropologue qui a étudié les pratiques sorcières dans le bocage, donc en Europe occidentale, en France, et qui utilise ce terme pour désigner les pratiques de désenvoûtement et de renvoi de l'envoûtement à l'envoyeur, c'est-à-dire se défaire d'un sort et renvoyer ce sort à l'envoyeur. Donc désorceler, c'est vraiment à dessein qu'on a choisi ce nom. Alors, on va parler effectivement de finances, mais je voudrais d'abord qu'on parle de ces mouvements citoyens qu'on a en France, qu'on a en Belgique, notamment les Jeunes pour le climat, les Gilets jaunes. Il y a une revendication, apparemment un besoin vraiment important de démocratie. Est-ce que, dans le milieu que vous avez côtoyé, la finance, il ne faudrait pas aussi le transposer, arriver vers une démocratie de la finance? On en est tellement loin que je ne peux que dire que oui, c'est absolument nécessaire. Alors, démocratiser la finance... Ça veut dire quoi, d'abord? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, oui. Moi, ma conviction profonde, c'est que la finance et les banques en particulier, la monnaie que nous utilisons, qu'elles émettent via les crédits en particulier, le sujet des banques et de la finance, en fait, il est central dans notre économie et dans le fonctionnement de nos sociétés. Il est très proche d'une mission de service public. C'est même, en fait, une mission de service public. Octroyer des crédits, garantir le bon fonctionnement des systèmes de paiement, conserver l'épargne et assurer le maintien de cette épargne, en tout cas la sécurité de cette épargne pour la population. Ce sont des missions de service public. Et à partir du moment où ce sont des missions de service public, elles devraient être sous contrôle de la population. On en est aujourd'hui extrêmement loin. On est plutôt à l'opposé de ça, puisque l'essentiel des banques et du secteur financier sont des entreprises privées, en général des géants, des grands conglomérats financiers qui sont cotés en bourse et régis par l'objectif de maximisation du profit
à court terme qui plus est. Et donc on est vraiment dans un système qui rend impossible une participation citoyenne. Mais si je vous comprends bien, alors ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui détiennent le pouvoir, c'est ce fameux secteur de la finance, c'est plus les politiques et encore moins les citoyens? En tout cas, en matière financière, il est clair qu'il y a une concentration du pouvoir dans les mains d'un nombre limité de personnes qui sont les dirigeants du secteur bancaire et financier. Mais c'est le secteur financier qui a des pouvoirs immenses, celui notamment de création de la monnaie, et de décider de qui aura des financements et qui n'en aura pas. C'est quand même un rôle essentiel dans une économie et une société, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de décider quel type de projets vont pouvoir émerger et lesquels auront plus de difficultés à voir le jour, voire n'existeront pas. Donc le pouvoir est immense, il est en quelques mains, et ce pouvoir est également au service d'une minorité de la population, qui est la minorité possédante de la population, puisque ce système financier fonctionne au service des très grosses multinationales, au service des personnes les plus fortunées, à travers les services de gestion de fortune, d'évitement fiscal, d'évasion fiscale, etc., etc. Donc on est dans un système qui effectivement a beaucoup trop de pouvoir et qui n'est pas contrôlé. Alors, je dis qu'il n'est pas contrôlé, immédiatement, on va me rétorquer, mais bien sûr que si, il y a énormément de lois qui ont été élaborées et qui existent pour contrôler le secteur financier. Alors oui, le problème est que le niveau de contrôle et de mainmise publique de la population, le maintien de l'intérêt général dans la conduite des affaires bancaires et financières ne se mesure pas au nombre de pages de réglementation. Et en matière bancaire et financière, on peut dire qu'on en a beaucoup, des pages, des centaines, voire des milliers de pages, mais la multiplication des textes de loi a plutôt éloigné les banques et le secteur financier de leur mission principale de service public, et en fait sont tout un tas de réponses à la complexification du secteur financier et de ses pratiques, et accompagnent cette complexification en rendant possible de plus en plus de pratiques, mais en leur fournissant un cadre réglementaire. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire alors justement pour qu'il y ait un meilleur contrôle ou plus de contrôle? Je sais que certains spécialistes de la finance disent tant qu'on y est, on peut supprimer les banques. Ce serait une solution, ça? Et ce sera envisageable chez nous, dans nos sociétés occidentales? Je ne crois pas que c'est ce qui est désirable, en tout cas pas en premier. Il me semble que le plus important, c'est qu'on parvienne dans un premier temps à se ressaisir de ce sujet. C'est-à-dire la population en général, en tout cas la grande majorité de la population. Se ressaisir de ce sujet, ça veut dire en faire de nouveau un sujet de débat public, en faire de nouveau un sujet d'intérêt politique. Et quand je dis politique, je ne dis pas politique au sens des partis politiques, mais politique au sens de les personnes qui vivent sur un territoire, qui se saisissent de la façon dont sont conduites les affaires de la cité, dont s'organise la société, et que ce sujet des banques et de la finance redevienne un sujet d'intérêt public, de discussion publique, de débat public, de prise de position aussi, de proposition. Et on en est extrêmement loin, puisque ce sujet a été accaparé par une minorité de personnes. Donc vous rêvez un peu que ce soit comme pour le climat, les mobilisations climat, avec tous ces gens qui descendent dans la rue, qu'on fasse la même chose pour la finance? C'est vrai que vous évoquiez ces mouvements-là au début. Oui, initialement, quand j'ai quitté la banque, quand j'ai commencé à travailler dans le milieu associatif, notamment chez Finance Watch, en ONG ici à Bruxelles, je me disais que oui, c'était ça. Pour que les élus européens aillent dans le sens de ce qui est nécessaire pour la population, il faudrait un mouvement massif. Il faudrait des centaines de milliers de personnes dans les rues pour les pousser dans une certaine direction. Vous dire qu'il y ait plus de collectifs C'est-à-dire qu'on est seul face à cet appareil, on n'est rien du tout. Si on se considère uniquement comme consommateur, donc client d'une banque, on ne peut pas en tant que client changer les pratiques d'une banque. C'est pas non plus, même... alors il y a des actions collectives qui sont très intéressantes, comme Move Your Money par exemple en Belgique, qui visent à dire, à montrer ce que des banques font. Il y a une action aujourd'hui devant la Banque Belfus, parce que c'était l'Assemblée générale de la Banque Belfus qui est 100% publique, mais le public n'est pas invité aux assemblées générales. Bon, il y avait une action devant la Banque Belfus pour dire cette banque finance les énergies fossiles,
elle annonce des efforts, mais c'est largement insuffisant. Cette banque publique doit être mise au service de la population, doit être mise au service de l'intérêt général, et il est donc nécessaire que cette banque sorte son argent de la banque. Là, c'est sorte son argent des fossiles, pardon. Une banque comme Belfus, c'est 90 milliards de crédits octroyés chaque année. Si cet argent est dirigé avec un certain objectif, par exemple un objectif de transition énergétique, si on met tout cet argent, tous ces crédits au service de cette transition, mais là tout d'un coup, waouh, on les a trouvés, les fonds dont on nous dit qu'ils manquent. À partir du moment où on dit ça, on commence à rendre concrète l'implication citoyenne sur ces sujets-là. On commence à comprendre que c'est non seulement possible est désirable, mais que c'est aussi puissant en fait. Et que aujourd'hui, on s'est laissé complètement déposséder d'outils qui sont importants face aux enjeux auxquels on fait face aujourd'hui, et qui, parce qu'on est dépossédés, sont en train de partir, ou sont partis déjà depuis longtemps finalement, dans des directions qui sont abominables. Le système financier, c'est une arme de destruction massive tel qu'il est organisé et géré aujourd'hui. Aline Farès, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci. Retour sur notre plateau au Parlement européen à Bruxelles et je vous présente Jean Arthuis. Vous êtes député européen, membre de La République En Marche, le parti d'Emmanuel Macron, et membre du groupe démocrate et libéral ici au Parlement européen. Et vous avez aussi été ministre des Finances dans le gouvernement Chirac. Et Paul Magnette, vous êtes maire de Charleroi, bourgmestre comme on dit en Belgique, tête de liste socialiste aux européennes et ex-ministre président de la région wallonne. Vous êtes devenu célèbre en essayant, pour faire bref, de faire capoter le CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada. Alors Paul Magnette, d'accord avec Aline Farès, aujourd'hui la finance est une arme de destruction massive. Les choix des financiers ne vont pas dans l'intérêt des citoyens. C'est un problème, mais il y en a beaucoup d'autres. On est maintenant 10 ans après la crise financière de 2008, qui a quand même été provoquée par les pratiques des banques et par tous ces produits toxiques qu'ils avaient mis sur le marché, et on est très loin d'avoir réglé le problème. Je pense à deux dimensions qui pour moi restent extrêmement dramatiques. D'un côté, on a encore des situations de conflits d'intérêts extrêmement choquantes. L'ancien président de la Commission européenne, Manuel Barroso, qui s'était fait conseiller par Goldman Sachs, cette grande banque américaine au moment de la crise grecque, eh bien il a été tout simplement engagé par Goldman Sachs. C'est des situations qui pour moi sont incompréhensibles. Je ne comprends pas comment on tolère qu'un ancien responsable politique travaille pour une grande banque comme il le fait aujourd'hui. Et puis par ailleurs, on sait aussi que dans l'Union européenne, on a chaque année 1000 milliards d'euros, c'est-à-dire presque 7 fois le budget de l'Union européenne qui échappe à l'impôt par des mécanismes de fraude fiscale, d'évasion fiscale parfaitement organisés. 1000 milliards d'euros n'entrent pas dans les caisses de l'Union européenne. Ça permettrait de faire x7 pour le budget de l'Union européenne. Et là, les banques ont aussi une immense responsabilité. Il est évident que dans les montages fiscaux, dans l'évasion fiscale, les banques sont un outil. Et donc on doit à la fois s'attaquer beaucoup plus durement à cette lutte contre la fraude fiscale et imposer des obligations aux banques de transparence notamment et de collaboration avec les autorités, beaucoup plus strictes que ça n'est le cas aujourd'hui. Jean Arthuis, la finance, elle n'agit pas dans l'intérêt de la société, tout échappe aux politiques? Mais il faudrait d'abord que le politique entende assumer ses responsabilités. Nous avons une monnaie unique, une banque centrale européenne, ce qui supposait une gouvernance économique, budgétaire, financière, et donc une intégration politique. Mais ce sont les États membres qui ont voulu garder leurs prérogatives. Donc, si on veut faire le poids face aux GAFA, aux géants du numérique, c'est vrai qu'il y a de l'optimisation fiscale, des fraudes fiscales, mais les États européens sont eux-mêmes complices de ces optimisations. La Belgique... Ça dépend lesquelles. Ça dépend lesquelles. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il serait temps que les Européens prennent collectivement conscience de leurs responsabilités. Nous sommes dans la mondialisation. Et donc, le monde bancaire doit être régulé et l'être au plan européen. Et c'est le politique qui est en cause, car l'Europe, elle est un bloc économique, financier, contre lequel les discours politiques nationaux, souveraineté nationale, explosent et donnent en spectacle l'impuissance politique. Eh bien, je crois que l'urgence, c'est que l'Europe progresse dans la mise en commun
de capacité de gouvernance pour encadrer la finance au plan européen. Mais c'est ça l'enjeu. Par exemple, aujourd'hui, le climat est devenu une préoccupation des citoyens et aussi un thème de campagne des élections européennes. Est-ce que les banques, la finance, pourraient financer effectivement la transition énergétique ? On pourrait parfaitement le faire avec des fonds publics. Et pardonnez-moi, mais je fais quand même encore plus confiance aux fonds publics qu'aux banques privées qui, de toute façon, ne vont jamais chercher qu'une chose, c'est une meilleure rentabilité pour leurs investissements. On sait qu'on a créé 2500 milliards d'euros de monnaie pendant la crise financière pour venir en aide aux banques. On leur a demandé la Banque centrale européenne. Cet argent, il est là, ça n'a pas provoqué d'inflation. Il y a donc une masse monétaire considérable qui est là et dont une grande partie retourne à la Banque centrale européenne quand les titres arrivent à échéance. Il est parfaitement possible aujourd'hui de décider collectivement qu'on confie à la Banque européenne d'investissement le soin d'aider les États, les régions, les villes. En tant que bourgmestre, je suis très demandeur aussi. C'est en fait un projet de plan finance-climat. C'est en fait une initiative qui vient d'un lobby citoyen. Le pacte finance-climat, c'est une initiative politique qui a été prise notamment par Pierre Larouturou en France, avec Philippe Meslat ici en Belgique également à l'époque. Et j'étais parmi ceux qui y ont participé dès le premier jour. L'idée, c'est de dire on a créé 2500 milliards d'euros pour sauver les banques. Cet argent, on peut parfaitement l'utiliser pour financer la transition climatique. Il faut 1500 milliards d'euros à peu près sur la prochaine législature. Et donc, on peut l'utiliser pour permettre aux États membres d'investir massivement dans les transports publics, dans l'isolation des bâtiments, dans une réforme en profondeur dans notre mode de production agricole et notre système alimentaire pour offrir à chacun des transports publics, des logements de qualité et une alimentation. Vous soutenez Jean Arthuis ? Emmanuel Macron propose la création d'une banque du climat. Et le dispositif a déjà été formaté. Le Fonds européen d'investissement stratégique, c'est-à-dire un dispositif de garantie apporté par le budget de l'Union européenne pour permettre aux investisseurs de prendre des risques, aussi bien dans des prêts, et des prêts en faveur de la transition énergétique, dans la transition écologique, dans la protection du climat. Alors, vous parlez justement d'Emmanuel Macron. C'est intéressant parce que vous, Paul Magnette, vous avez inscrit le climat dans vos priorités. Et Emmanuel Macron a déclaré il y a quelques jours, dans une conférence de presse, la première urgence, c'est le climat. Tout le monde est d'accord alors Tout le monde est d'accord, mais personne n'agit. Emmanuel Macron fait des très beaux discours, ça, il faut lui laisser, il fait ça très bien. Il avait promis que, quand il a fait campagne et quand il s'est présenté comme le rempart contre le populisme et l'extrême droite, qu'on allait changer l'Europe en profondeur. 2 ans après, on attend toujours de voir. On n'a vu aucun changement. Sur le dumping social, les choses n'ont pas avancé. La réforme de l'euro et de l'ensemble de la coordination des politiques économiques, il n'y a rien qui avance non plus. Et donc, c'est très bien de prendre des engagements, mais alors il faut que ce soit suivi de gestes. Et j'espère qu'au lendemain du 26 mai, s'il y a un accord, on pourra effectivement lancer une initiative publique massive en faveur de la transition climatique. Le risque de dumping social est important, surtout depuis 2004. Depuis que le bloc des 10 pays de l'Est, suivi de peu par la Bulgarie et la Roumanie, ont intégré l'Union européenne. Et on a eu de grands débats, qui ne sont pas nouveaux, sur la libre circulation des services. Et sur la directive Bolkestein, sur le travail détaché. Dès sa prise de fonction, Emmanuel Macron est allé à la rencontre de ses collègues de l'Union européenne, notamment des pays de l'Est de l'Europe, pour essayer de mettre un peu d'ordre dans la directive travailleurs détachés. Des progrès ont été accomplis, mais c'est vrai qu'il y a encore des marges de progression et qu'il va falloir que progressivement les salaires dans les pays de l'Est de l'Europe progressent suffisamment pour qu'il y ait une vraie convergence et que l'Union européenne devienne un espace économique optimal au sein duquel le pilier social n'est pas oublié, bien au contraire. Alors, on va parler maintenant de la désaffection que l'on observe parfois de la part des citoyens européens à l'égard de l'Europe. Une désaffection que l'on constate en particulier dans des pays comme la Grèce. Regardez ce reportage qui a été réalisé par Alexandros. Il est membre des Haut-Parleurs, la chaîne des jeunes citoyens reporters francophones à travers le monde. On regarde. Entre la Grèce et l'Europe, ça avait plutôt hyper bien commencé. Le petit pays de la Méditerranée a longtemps été une source d'inspiration, un modèle pour le reste du continent. Mais disons qu'aujourd'hui, entre la Grèce et l'Europe, c'est compliqué.
Pour comprendre, j'ai rencontré Alexandra, elle a 25 ans et elle nous raconte comment sa génération se sent européenne ou pas. La Grèce est ce petit pays de 11 millions d'habitants situé au bout du continent européen. C'est surtout le pays qui a inventé la démocratie, les Jeux Olympiques, la philosophie, la feta. Et du coup, l'intégrer à l'Union européenne, c'était hyper important et symbolique. La Grèce fait donc partie de l'Union européenne depuis 1981 et de la zone euro depuis 2001. Sauf que culturellement, les Grecs sont beaucoup plus proches des Turcs ou des Égyptiens que des Danois ou des Lettons. Et la volonté d'européanisation du pays depuis quelques années, ça marche pas vraiment. Νιώθω Ευρωπαία επειδή έχω γεννηθεί στην Ελλάδα που ανήκει στην Ευρώπη. Στην καθημερινή μου ζωή όμως γενικότερα δεν μπορώ να αντιληφθώ τι σημαίνει ο όρος Ευρωπαίος ή Ευρωπαία. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει. Αυτό που θα ήθελα να νιώθω είναι ότι έχω τις ίδιες ευκαιρίες και ίδιες δυνατότητες στην καθημερινή μου ζωή με τον κάθε άλλο άνθρωπο που ζει στις υπόλοιπες χώρες. Et oui, parce que pour beaucoup de Grecs, et notamment chez les jeunes, l'Europe, franchement, ça fait pas rêver. Depuis 10 ans, la Grèce s'est enfoncée dans une crise économique et sociale, et l'Europe est en partie responsable. En 2008, on se rend compte que la Grèce a menti sur ses finances et que le pays est quasiment en faillite. Du coup, l'Europe débarque à la rescousse et impose des mesures d'austérité pour redresser la barre. Sauf que ces mesures ont des conséquences dramatiques sur la vie des Grecs. Entre 2010 et 2018, le salaire minimum est passé de 750 à 585 € par mois. Les retraites ont chuté de 40% depuis 2010. Chez les jeunes, le chômage est passé de 22 à presque 40% en 10 ans. C'est énorme. Το βλέπω από τους γονείς μου παρόλα αυτά, που γενικότερα δουλεύουν πολύ περισσότερο, έχουν μειωθεί αρκετά οι μισθοί τους και τώρα όσο μεγαλώνουν και πάνε προς τη σύνταξη, αγχώνονται γενικότερα για το τι θα κάνουν. Βγαίνουν και λιγότερο έξω και κάνουν λιγότερα πράγματα. Έχει αλλάξει λίγο και ο τρόπος του σούπερ μάρκετ. Είμαι 25, τελείωσα τώρα με τις σπουδές μου, παράλληλα δούλευα 3 χρόνια και παρόλα αυτά δεν μπόρεσα να μείνω μόνη μου και μένω ακόμα με τους γονείς μου, αν και είναι κάτι που δεν θέλω. Δούλευα 25 ώρες τη βδομάδα και έπαιρνα 350 € κατά μέσο όρο το μήνα. Et le pire dans tout ça, c'est que quelques années après, le FMI et l'Union européenne ont reconnu s'être complètement trompés sur le sauvetage de la Grèce. Tu m'étonnes. Ça a surtout mis tout le monde dans la merde, ouais. Είναι ένα ακόμα θέμα στο οποίο δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορώ να αισθάνομαι Ευρωπαία, όταν δεν μπορώ να έχω παροχές οι οποίες θεωρούνται αυτονόητες σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Et c'est un sentiment amer que partagent la moitié des Grecs, qui sont seulement 54% à penser que leur pays tire un quelconque avantage de leur appartenance à l'Union européenne. Il n'y a que les Italiens qui sont encore moins bien traités, et d'ailleurs ils ont fait le choix d'être gouvernés par l'extrême droite. L'Europe déçoit, oui, elle inquiète, elle fait peur aussi, mais c'est vers elle qu'on se tourne quand même pour espérer un avenir meilleur. Après 2 échanges universitaires à Berlin et à Prague, Alexandra a décidé de retourner en Allemagne pour s'y installer. Ιδανικά θα ήθελα να κάτσω στην Ελλάδα γιατί μου αρέσει πολύ εδώ πέρα. Σκέφτομαι ότι πηγαίνοντας σε μια άλλη χώρα της Ευρώπης, πιο ευκατάστατη από την Ελλάδα, έχω περισσότερες ευκαιρίες ίσως στο να κάνω πράγματα που να μου αρέσουν και να ξεκινήσω να ζω τη ζωή μου ως ενήλικας. Ils sont près d'un demi-million à avoir quitté la Grèce pour continuer leur vie ailleurs, notamment en Allemagne ou au Royaume-Uni, où les opportunités sont plus nombreuses et les salaires plus élevés. Et pendant ce temps-là, moi, j'ai fait le chemin inverse. J'espère que vous avez appris des choses et que vous voyez la Grèce différemment. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo des haut-parleurs. Retour sur notre plateau au Parlement européen à Bruxelles. Alors, Jean Arthuis, on vient de le voir, les Grecs ne se sentent plus européens. Le rêve européen n'existe plus, en tout cas pour certains citoyens. L'Europe a souvent du mal à parler aux Européens. Mais convenons quand même que la Grèce est sans doute entrée un peu rapidement dans l'Union européenne. Il ne fallait pas fermer la porte à Platon. Et la Grèce est entrée très rapidement dans la zone euro. Manifestement, elle n'était pas prête. Elle a quand même bénéficié de subsides européens au nom du respect de la souveraineté nationale. Les comptes de chaque pays étaient réputés souverainement sincères. Faute de vigilance, faute de contrôle. Et là, vous faites de l'histoire. Qu'est-ce que vous répondez aux jeunes qui expriment une désaffection? Eh bien, je veux dire d'abord que la Grèce vient d'opérer un formidable redressement. Et il faut rendre hommage à M. Tsipras, le Premier ministre, qui pourtant était plus qu'hésitant. Souvenez-vous, il est venu devant le Parlement européen en juillet 2015. Il venait de faire un référendum qui repoussait le protocole des créanciers de la Grèce.
Et une semaine plus tard, alors que le peuple s'était prononcé contre le protocole, il a signé. Il a eu le courage de signer. On lui a tordu le bras un petit peu. C'était pas simple. Je crois que l'Europe est responsable de ne pas avoir bien géré cette période transitoire, d'exercer le minimum de contrôle qui eût été nécessaire. Mais aujourd'hui, je pense que la Grèce va retrouver un potentiel de développement tout à fait considérable. Mais là, on parle de la Grèce. OK, il y a des eurosceptiques en Grèce, mais il n'y a pas que là. Alors, est-ce que l'Europe n'est pas un peu responsable? Est-ce que ce n'est pas la faillite de l'Europe, cette montée des eurosceptiques? En tout cas, moi, je comprends parfaitement ce sentiment de colère profonde des jeunes Grecs. On leur a fait perdre 10 ans, on leur a volé leur jeunesse, en quelque sorte. La crise financière, elle n'a quand même pas été causée par le gouvernement grec. Elle a été causée par des banques américaines et par des phénomènes spéculatifs mondiaux. Et quand la Grèce s'est trouvée dans la tourmente, l'Union européenne leur a imposé des mesures d'austérité comme on n'avait jamais vu. Votre reportage l'a montré. Des coupes claires dans les retraites, dans les salaires, dans le service public. On les a obligés à privatiser une partie de leur patrimoine extrêmement important. Et ça n'a pas marché. Au lieu d'aider à redresser la Grèce comme on le prétendait, ça a en fait aggravé et prolongé la crise, au point d'ailleurs que le FMI et l'Union européenne ont fini par le reconnaître. Et donc j'espère qu'au moins on tirera les leçons de cette expérience malheureuse et qu'on reconnaîtra que cette manière très autoritaire d'imposer des politiques aux États membres d'une part et que ces solutions néolibérales qui ne tournent qu'autour de l'austérité sont un échec complet. C'est clair qu'on peut faire ici le procès d'un mode de gouvernance qui n'a pas été à la hauteur des enjeux. Mais il faut aussi que nos amis grecs reconnaissent qu'ils sont allés un peu vite en augmentant les salaires, les pensions de retraite. Tout cela était sans doute légitime, mais ne correspondait absolument pas à l'évolution de la compétitivité en Grèce. Alors Jean Arthuis et Paul Magnette, ça va vous amuser. On a pour vous une petite question qui pique. Et elle est posée par une Polonaise, Mariola Zdrodowska. Elle est gérante d'une société de services à la population et elle est plutôt inquiète. Je suis inquiète de la manière dont mon pays d'origine, la Pologne, évolue. Je trouve que la démocratie est menacée et la réaction de l'Union européenne est fort timide par rapport à cette situation. Elle ne soutient pas assez les jeunes qui sont contre le gouvernement actuel. Que comptez-vous faire pour pousser les gouvernements à changer leur attitude? Réponse, Jean Arthuis? La conditionnalité des subsides européens. C'est un texte... Des sanctions contre la Pologne, sanctions financières. C'est pas des sanctions, c'est de dire, voilà, quand on est membre de cette institution, l'Union européenne, on a souscrit à une charte de valeurs, de droits fondamentaux, au principe de l'état de droit, de l'indépendance de la justice, de la presse, du mode de gouvernement démocratique. Eh bien, si on ne respecte pas ces valeurs, alors on n'est pas éligible au bénéfice des fonds de la politique de cohésion, dont la Pologne est quand même largement bénéficiaire. Entre 2014 et 2020, la Pologne va percevoir 86-87 milliards. Ceci justifierait quand même que la Pologne respecte cette charte des valeurs, car les contribuables européens pourraient se dire un jour que c'est eux qui paient l'impôt et qu'ils voudraient bien le payer à des pays qui partagent la même vision et les mêmes valeurs. Mais Paul Magnette, comment on aide justement l'opposition en Pologne ou plus largement tous les mouvements citoyens dans des pays qui dérogeraient aux valeurs démocratiques? Je pense que ce n'est pas la mission des institutions d'aider l'opposition. Elle doit traiter avec les différents États membres, mais nous devons, en tant qu'Européens, faire respecter les principes de l'état de droit et de démocratie de manière beaucoup plus ferme qu'on ne l'a fait jusqu'ici. On a mis un temps fou à oser ouvrir des procédures contre la Pologne et la Hongrie, alors qu'on y bafouait la séparation des pouvoirs, la liberté de la presse, un certain nombre de droits et libertés, des femmes en particulier. Et il faut sanctionner, imposer une conditionnalité, dire à ces pays, si vous ne respectez pas les droits fondamentaux, eh bien vous ne pouvez pas non plus avoir les subsides. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et le sourire de la crémière. Et le sourire de la crémière. Mais ce n'est pas seulement le respect des droits fondamentaux qu'il faut imposer à des pays comme la Pologne et la Hongrie. C'est aussi le respect de nos droits sociaux. Le dumping social, aujourd'hui, fait des ravages colossaux dans des pays comme le nôtre. Moi, je n'ai rien contre le fait qu'un travailleur polonais vienne travailler en Belgique. Ce sont en général des travailleurs de très bonne qualité, très qualifiés, très courageux. Mais ils doivent être payés à un salaire équivalent au salaire belge, même chose pour les cotisations sociales, et ils doivent respecter les conventions collectives du travail ici. Sinon,
on organise une concurrence interne à l'Union européenne. Les salaires n'augmentent pas en Pologne puisque les plus qualifiés vont travailler ailleurs et ils diminuent ici et on détruit de l'emploi ici. Ça ne peut plus durer et il faut là aussi dire à ces pays, si vous ne respectez pas ces règles sociales, vous n'aurez plus accès aux subsides européens. Paul Magnette, ce que nous avons réussi à faire, malgré tout, et sous l'influence quand même d'Emmanuel Macron, c'est de réviser la directive travailleurs détachés pour qu'en effet, à travail égal, salaire égal. Mais pas les cotisations sociales, vous savez très bien, et c'est ça qui fait toute la ceci reste un enjeu majeur. Dans un pays comme la Belgique, ceci où les reste un cotisations enjeu sociales majeur, d'autant que... Les cotisations sociales, monsieur Arthuis, c'est un salaire différé. Ce qui s'est passé... C'est ce qui vous permettra de toucher, si vous êtes malade, une indemnité de maladie ou d'invalidité. C'est ce qui vous permettra de financer votre retraite. Donc ça fait partie du salaire. Et c'est dans l'avantage de ces travailleurs, évidemment. On leur dira, vous aurez une meilleure sécurité sociale dans votre pays. Ce qui est très préoccupant, c'est quand même, en 20 ans, 20 millions de personnes de l'Europe de l'Est sont passées à l'Ouest. Et comme on est en plein emploi à l'Est, parce que nombre d'entreprises de l'Ouest sont passées à l'Est, comme on manque de main-d'œuvre, on laisse venir des Biélorusses, des Ukrainiens, des Moldaves, il y a même des Vietnamiens en Roumanie. Donc, je pense qu'il va falloir que le pilier social prenne de la consistance. On a prévu de créer une autorité européenne du travail, ce qui est une innovation. Le vrai chantier est là. L'Europe ne peut pas rester uniquement financière, monétaire, économique. Ce socle-là est très fort, mais ce socle-là a besoin d'être piloté par un pôle politique qui ne soit pas simplement l'addition des gouvernements nationaux. Alors précisément, Emmanuel Macron se présente aujourd'hui comme le chef de file des progressistes face aux nationalistes, aux eurosceptiques. Il est le mieux placé pour mener ce combat, Paul Magnette ? Je crois d'abord que c'est d'une hypocrisie sans nom. On voit bien qu'en France, il mène une politique qui est une politique de droite, purement et simplement, où on supprime l'impôt sur la fortune au bénéfice des plus riches et on augmente les accises et c'est les travailleurs qui sont les premières victimes. Et en plus, je trouve très dangereux cet argument qui consiste à dire il y a d'un côté l'Europe du statu quo et d'un autre côté les populistes. Moi, je refuse d'entrer dans cette confrontation-là. Beaucoup de citoyens, on le voit en France, se disent moi, si c'est ça, j'irai pas voter, tout simplement, parce que je ne veux pas choisir entre les populistes et M. Macron. Ils ont déjà été contraints de le faire au deuxième tour des élections présidentielles. Ils n'ont pas envie, et on peut les comprendre, de le faire une deuxième fois. Et donc, il faut pouvoir dire qu'il y a des alternatives, qu'il y a d'autres partis, notamment la liste que mène mon ami Raphaël Glucksmann, avec beaucoup d'autres, Éric Andrieux et beaucoup d'autres, qui proposent et qui défendent une vraie transition écologique et sociale. On peut être et européen et vouloir une Europe radicalement différente de celle que nous avons aujourd'hui. On ne doit pas nous enfermer dans cette fausse alternative. La réponse à la défense. Moi, je veux dire, j'ai pris position pour Emmanuel Macron pendant l'été 2016. Parce que de tous les candidats potentiels en France, il était le seul qui plaçait l'Europe au cœur de sa vision, au cœur de son projet. Et ce que j'appelle de mes voeux, c'est que tous ceux qui croient en l'Europe puissent se rassembler, puissent instituer un vrai gouvernement politique dans l'Union européenne. Le budget que nous avons, est-ce que vous pensez, M. Magnette, qu'avec un budget de 1% du PIB redistribué aux 3/4 aux États membres, on a là le budget, le levier d'une puissance mondiale? Certainement pas. Mais il faut pour ça s'attaquer à, nous sommes dans la globalisation. Nous voyons naître des dangers nouveaux en termes de sécurité, de défense, de climat. En matière de climat, moi j'étais très choqué que l'Union européenne reprenne des négociations avec les États-Unis alors que M. Trump nous avait sèchement plantés sur l'accord de Paris, sur le climat. Selon vous, il ne faut pas signer un accord commercial avec un pays qui est, absolument. Qui est sorti de l'accord de Paris sur le climat. Sur le climat, il faut qu'on impose des normes de respect du climat dans l'Union européenne, dans l'ensemble des pays, avec des moyens de contrôle qui font qu'on applique les règles de la même façon partout. Et là, vous serez d'accord avec Paul Magnette. Et dans la relation que nous avons avec des pays tiers, nous conditionnons les accords de libre-échange au respect des normes qui protège le climat. Vous allez nous refaire le coup du CETA Mais c'était tout le sens du combat contre le CETA. On n'a jamais dit qu'on ne voulait pas d'accord avec le Canada, échanger des biens et des services avec le Canada. On veut simplement faire en sorte que quand des produits entrent sur le marché européen, ils respectent nos règles en matière de santé, en matière sociale et en matière d'environnement. Et ça doit valoir aujourd'hui plus que jamais. C'est complètement absurde d'ouvrir une négociation avec les États-Unis de Donald Trump alors qu'il est le premier à avoir dénoncé la lutte contre le réchauffement climatique et que même il croit que le réchauffement climatique
climatique est une fausse nouvelle. Donc là, je crois que la Commission européenne fait totalement fausse route en proposant cette négociation aux États membres, et je regrette qu'une majorité d'États membres lui ait donné un mandat pour négocier en ce sens. Paul Magnette, Jean Arthuis, merci d'être venu vous accouder au bar de l'Europe. Et on parlait des nationalistes. On va écouter Nicolas Bay. Il est député européen, membre du Rassemblement national, le parti de Marine Le Pen. Et lui, il rêve de former un grand groupe ici au Parlement européen, un grand groupe qui partage ses idées. On l'écoute. Alors Nicolas Bay, nous sommes au pied du Parlement européen, ça tombe bien, on voulait parler des élections européennes. Dans quelques semaines, vous serez peut-être ou sans doute élu. Venir au Parlement européen, venir à Bruxelles, c'est pour faire quoi? C'est faire avancer l'Europe ou c'est bloquer l'Europe? Vous savez, moi, ça fait 5 ans que je suis ici au Parlement européen. Nous avons aujourd'hui un groupe dont je suis le coprésident, 40 députés de 8 nationalités différentes. On porte une autre vision de l'Europe. Il y a l'Europe fédérale, ou de plus en plus fédérale, à mesure que les traités successifs l'ont modifiée, telle qu'elle existe aujourd'hui, qui a abouti à un affaiblissement de nos nations et qui ne satisfait pas les peuples. Et puis il y a une vision alternative, c'est la nôtre, une Europe des projets, une Europe des nations, des coopérations, c'est-à-dire non pas tout décider à 28, toujours avec la Commission européenne qui détient l'essentiel des pouvoirs, mais privilégier ce qu'on appelle l'intergouvernemental, c'est-à-dire des nations qui se mettent ensemble sur un projet, pas obligé d'être à 28 pour le faire. Moi, mais on n'agit plus en commun, alors ce serait quelques États entre eux, non? On peut agir en commun, on peut avoir un Parlement européen qui permet d'établir une législation, mais à condition qu'elle soit librement consentie par les nations. Il faut éviter l'Europe coercitive ou carcérale. Vous savez, aujourd'hui, l'Union européenne, elle a un peu tous les défauts qu'a l'État en France. C'est-à-dire l'État, il est partout où il ne devrait pas être et absent là où il devrait être. Les contraintes, les charges, les taxes, les impôts. Et puis, de l'autre côté, il n'assume plus ses fonctions régaliennes, il n'assume plus l'aménagement du territoire, ni les protections économiques. L'Union européenne, elle a le même défaut. Elle s'occupe de la courbure des concombres, elle s'occupe d'être tatillonne, pointilleuse sur les choix démocratiques à l'intérieur des nations, mais sur les grands défis, la protection des frontières extérieures, les protections économiques, l'intelligence artificielle, la sécurité alimentaire, elle est malheureusement totalement absente, alors que c'est des domaines où elle pourrait organiser utilement les coopérations. Justement, peut-être on parlera de l'immigration dans quelques minutes, mais je pense que l'un de vos souhaits, c'est de former un grand groupe avec les nationalistes, l'extrême droite, Matteo Salvini, pour ne pas le citer. Il n'y aura pas Viktor Orban dedans, il ne vous rejoint pas, vous êtes un peu déçus là? D'abord, nous ne sommes pas l'extrême droite, nous sommes des patriotes, nous croyons dans la nation et dans la souveraineté des nations, dans une Europe qui soit une Europe qui défende le génie de notre civilisation. Maintenant, Matteo Salvini, c'est déjà un allié. Vous savez, dans notre groupe ENL, nous avons 8 nationalités différentes, je disais tout à l'heure, mais notre objectif, c'est vrai, c'est d'avoir de nouveaux alliés, des partis qui vont entrer au Parlement européen dans 2 mois, des Slovaques, des Tchèques, des Bulgares avec lesquels nous sommes en contact très régulier, mais aussi, c'est vrai, des partis ou des députés qui siègent actuellement dans d'autres groupes. Je pense aux Scandinaves, notamment dans le groupe ECR. Je pense aussi, pourquoi pas, aux Polonais du groupe ECR, parce que finalement, on s'aperçoit qu'on est d'accord sur l'essentiel. On va reparler alors de Matteo Salvini. Vous dites que c'est un allié. Vous êtes d'accord avec lui quand il réclame que les autres pays européens prennent aussi des migrants qui arrivent en Italie? En réalité, Matteo Salvini a démontré par ses mesures fermes et efficaces qu'on pouvait protéger les frontières extérieures. Il l'a fait en Italie. Le nombre de migrants arrivant sur les côtes a drastiquement diminué. Et il prend au pied de la lettre, il met au pied du mur ceux comme Macron, comme Merkel, comme Sanchez, qui eux veulent continuer à accueillir l'immigration. Il leur dit, puisque vous voulez de l'immigration, eh bien vous allez les prendre. Mais vous me dites que l'immigration, ça reste un thème important pour les gens, mais moi, selon une étude récente qui a été menée dans une dizaine de pays en Europe, il y aurait 14% des Européens, 14% qui considèrent que la migration est une menace. C'est pas énorme, ça, 14%. Ça dépend des pays. En réalité, si vous faites des sondages en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne... là, c'est une dizaine de pays d'Europe. C'est systématiquement l'immigration qui arrive en tête. Pourquoi? Parce que tout le monde voit bien que c'est une menace pour notre identité, c'est une menace pour notre sécurité, et puis ça a des conséquences économiques et sociales. On ne peut plus supporter ça. Et donc, c'est un des thèmes de la campagne européenne. C'est ce qui a fait que Merkel a totalement perdu pied, elle qui apparaissait comme en position de force il y a 3 ans en Allemagne. Aujourd'hui, elle est en pré-retraite, et nos alliés ou nos futurs alliés de l'AfD ont fait une percée électorale spectaculaire. La question migratoire, mais la question plus généralement de notre identité, de nos valeurs de civilisation, eh bien ce sera le grand défi que devront relever ensemble les nations d'Europe. Et ça nécessiterait pour ça qu'on définisse enfin
culturellement, historiquement et géographiquement ce qu'est l'Europe, ce que les institutions européennes ont toujours rechigné à faire. Alors, on va se retrouver dans quelques minutes avec de nouveaux invités, mais d'abord ce reportage pour alimenter notre réflexion. Et si la Belgique était un laboratoire de la démocratie? Reportage signé Sophie Roussy, Benoît Tricot et Eric Black. Ils s'appellent Sieglinde, Jean, Julia ou Olivier et sont citoyens de Bruxelles. Ils parlent français, néerlandais, sont diplômés ou pas. Jeunes ou moins jeunes, peu importe, ils ont décidé de se prendre en main et de changer le système pour revenir à une vraie démocratie. Leur mouvement s'appelle Agora et leur vision de cette démocratie remonte aux origines grecques. C'est un endroit où le peuple a encore toujours du pouvoir, un accès direct. À partir du moment où on veut donner le pouvoir au peuple, il faut que les organismes de pouvoir soient représentatifs de celui-ci. Le tirage au sort, voici la clé de leur projet. Il serait plus représentatif, plus démocratique. Fin mai, Agora présente une liste aux élections régionales bruxelloises. L'heureux élu, si élu il y a, sera le porte-voix d'une assemblée citoyenne tirée au sort qui, elle, décidera des thèmes à discuter. Une manière d'introduire la démocratie participative dans un système de démocratie élective. Il faut que le tirage au sort soit accompagné de critères pour s'assurer, par exemple, d'avoir autant d'hommes que de femmes dans l'Assemblée, autant de personnes de chaque tranche d'âge comme pour représenter la population, ou un troisième critère que nous on suit, c'est les diplômes que les gens ont. Il y a évidemment une urgence démocratique, c'est ce pourquoi on se bat aujourd'hui. Il y a toute une série de problèmes au niveau des répartitions de la richesse. C'est vraiment très important de bien comprendre que quand bien même j'ai une opinion personnelle là-dessus, on va laisser vraiment le peuple décider à travers une voie que nous considérons comme étant démocratique. Le citoyen lambda n'est plus représenté puisque souvent nos politiciens sont des gens qui ont toujours été politiciens et donc le politique est décalé des réalités du peuple. Ouais. Ces réflexions s'inspirent de l'essai de David Van Reybrouck contre les élections publié en 2013. David Van Reybrouck, l'un des initiateurs aussi du G1000, cette assemblée de citoyens, clin d'œil au G20, et qui planchait sur une meilleure organisation de la démocratie belge. Alors la Belgique serait-elle prête à franchir le pas pour faire évoluer son système ? Mais pourquoi est-ce que c'est le moment? C'est parce qu'à la fois, il y a ce grand désamour d'une certaine façon, mais aussi en réaction peut-être à ce grand désamour de dire non, on ne peut pas laisser comme ça, notre vivre ensemble est trop important que pour le laisser simplement à quelques personnes, qu'elles soient élues ou qu'elles soient le représentant de certains lobbies. Et il faut alors que les citoyens reviennent d'une certaine façon dans la bagarre démocratique, mais on ne peut pas le faire simplement comme ça, parce qu'on voit bien, et les réseaux sociaux nous le montrent, on a tendance à être mis dans des silos. Or, ce qui nous manque, c'est de pouvoir délibérer, et c'est pour ça qu'il faut pouvoir penser et repenser la démocratie et la renouveler. Eupen, son clocher, son équipe de foot au cœur de la communauté germanophone de Belgique. Une petite communauté tranquille, mais qui fait preuve d'audace. En septembre, un conseil de citoyens siégera aux côtés des élus au Parlement. Cet homme, cette femme pourront en faire partie si le hasard les désigne. Pendant 18 mois, ils feront remonter les préoccupations des citoyens. D'autres ensuite leur succéderont. Le but est donc de créer une plateforme pour les citoyens qui leur permette de participer à la politique, de suivre la politique, de contrôler la politique. Et en même temps, notre ambition en tous les cas, c'est de lutter par ces instruments complémentaires de notre démocratie contre le populisme, l'extrême droite, l'extrême gauche, qui sont des ennemis du système de démocratie représentative actuel. Et c'est donc dans cet hémicycle occupé ce jour-là par des étudiants, comme en prélude à la future Assemblée, que le Conseil débattra avec les députés. Le président actuel du Parlement a dû convaincre ses collègues de partager le pouvoir. Je devais amener toutes les fractions à un accord. Et l'opposition m'a reproché de pouvoir instrumentaliser la majorité. Et la majorité craignait que j'instrumentalise l'opposition. Il a fallu beaucoup de tractations, un travail de persuasion. Mais nous avons abouti à une unanimité au Parlement. Et je crois que c'est un signal important et essentiel pour que toute cette histoire fonctionne finalement. Au sein du Parlement, cette exposition invite les jeunes à s'interroger sur le pouvoir, les préjugés ou le droit, pour qu'ils soient acteurs de leur futur, de leur démocratie.
Retour sur notre plateau au Parlement européen à Bruxelles et je vous présente Miguel Viegas. Vous êtes député européen, membre du Parti communiste portugais et de la gauche radicale ici au Parlement européen. Et Saskia Brikmont, vous briguez un siège au Parlement européen. Vous êtes membre d'Ecolo en Belgique. Alors cette question de la démocratie participative, elle est au cœur de votre programme, du programme de votre parti. Vous aussi, vous pensez que le citoyen doit avoir plus de pouvoir ? Oui, définitivement, oui. Entre deux processus électoraux, ça semble essentiel que les citoyens et les citoyennes puissent participer à la chose publique de différentes manières. Je pense qu'il y a différents exemples qui sont intéressants et qu'il faudra aussi évaluer dans le fonctionnement. Je pense qu'il y a toujours moyen d'améliorer et d'affiner les choses. Mais le tirage au sort, par exemple, dont on a parlé dans le reportage. Ben oui, tout à fait. Le tirage au sort, le fait d'avoir une assemblée citoyenne qui peut être à l'origine de propositions qui sont ensuite analysées par les parlementaires avec un échange. Je trouve que c'est intéressant aussi de poursuivre l'échange après que le Parlement citoyen, le Parlement tiré au sort ait émis des propositions. Dans le cadre d'une campagne électorale, ce qui est intéressant, c'est justement tous ces débats avec des jeunes organisés par les écoles, dans le secteur culturel qui ont lieu. Et en fait, ça devrait devenir un processus permanent tout au long d'une mandature qui est ces échanges entre politiques et les différents secteurs. Et c'est vrai que chez Ecolo, c'est quelque chose qu'on mène puisque notre programme, on le construit de cette manière-là, en allant vers la société civile, en ayant ces échanges. Mais ici, au niveau politique, ce qui est intéressant, c'est de faire participer les citoyens et les citoyennes depuis le plus jeune âge. Miguel Viegas, vous êtes d'accord avec ça? Le pouvoir aux citoyens, ça vous parle? Bon, d'un côté, je pense que c'est positif. Ça montre qu'il y a un vide en quelque sorte. Mais d'un autre côté, ça m'inquiète un petit peu. Pourquoi? Parce que moi, j'estime que pour que la démocratie fonctionne, il faut qu'elle soit lisible. Alors, je suis peut-être un petit peu conservateur, mais quand on entend parler des partis libéral, social-démocrate, écologique, bon, ça fait en sorte que les choses soient lisibles et les gens puissent effectivement se reconnaître dans tout cet éventail idéologique. Quand on voit surgir de nouveaux partis avec des noms qui sont très ambigus, je me pose souvent la question si ça n'apporte pas un petit peu de confusion. Les partis traditionnels qui défendent un projet plus à gauche, plus à droite, aident aussi la démocratie à être plus lisible, plus compréhensible pour les citoyens. Ceci étant, il y a une montée, on en parlait tout à l'heure, hein, des eurosceptiques, et on voit qu'à côté de ça, les gens voudraient participer. Donc, est-ce que cette démocratie participative, est-ce que le fait qu'on tire, par exemple, les gens au sort, ça pourrait pas être aussi une bonne piste pour ici, au Parlement européen, pour redorer peut-être un peu l'image et l'amour du citoyen pour l'Europe? C'est correct, mais du point de vue de l'électeur, est-ce que ça rapporte quelque chose? C'est-à-dire que quand les électeurs sont confrontés à des choix, est-ce que ces formes de participation aident ou n'aident pas à faire en sorte que le processus soit plus transparent? Parce que quand on vote pour des programmes, pour des idéologies, si on veut, pour des propositions spécifiques. Bon, ancrer tout sur la personnalité dans un tirage au sort ou même dans le vote préférentiel que nous ne défendons pas, je pense que ça dévie un petit peu l'attention sur ce qui est essentiel. Et pour nous, ce qui est essentiel, ce sont les programmes que les partis défendent, ce que les partis proposent pour résoudre tel ou tel problème. Je pense que ça devrait être le principal focus des élections, des programmes, des débats, et qui doit être l'élément essentiel pour un choix transparent et correct du point de vue des électeurs. Saskia Brikmont, ce qui est assez frappant, c'est que ces jeunes qui sont descendus pour le climat en Belgique et dans d'autres pays européens, ils n'ont pas eu besoin de siéger dans une assemblée. Ils ont fait du climat une priorité dans la campagne électorale pour les européennes. Ils sont plus forts que vous. En tout cas, ils ont réussi à attirer l'attention à la fois médiatique et politique sur un enjeu majeur, un enjeu qui est porté par les écologistes depuis leur origine, depuis les années 80, mais que c'est vrai que les partis politiques n'ont pas réussi à mettre à l'agenda de cette manière. Je pense malgré tout que c'est un travail de fond depuis plusieurs années qui fait qu'on a réussi à mettre ce thème progressivement à l'agenda et à faire prendre conscience de la situation. Mais maintenant, c'est vrai que les jeunes pour le climat, merci à eux, dénoncent l'urgence. L'urgence. Ils ont pris conscience que c'est maintenant qu'on doit agir collectivement. Et là, c'est vrai qu'il faut qu'on travaille de concert pour y arriver. C'est tous ensemble qu'on pourra vraiment agir comment? Faire la différence. C'est ça la question. C'est ça ma critique. Agir comment? Agir Parce comment? qu'il faut, évidemment, les gens veulent participer, mais là, c'est un petit peu différent. Là, c'est une colère qui s'exprime, des gens qui sont désespérés, parce que la COP de 92 au Rio, on en parlait déjà. Et 40 ans depuis, on n'a rien fait. Donc les émissions ne cessent de croître. Donc c'est pas
faut faire quelque chose ou il ne faut pas faire quelque chose. Mais le dossier climatique, c'est une priorité pour vous bien sûr, aussi? mais il faut réfléchir pourquoi cet échec. Et donc, voilà, je reprends le débat idéologique sur comment on va faire pour résoudre ce problème. Si on va continuer à prôner des solutions de marché, le marché carbone, les écotaxes, ou si effectivement on prend les choses en main et on établit des politiques publiques, réglementaires, qui mettent l'État au centre de l'initiative pour effectivement résoudre ce problème. C'est ça le débat essentiel. Alors, pour résoudre le problème climatique, effectivement, il faut à un moment donné que les partis qui ont conscience de la situation et qui veulent poursuivre l'intégration européenne, travailler aux politiques européennes, qui aujourd'hui sont largement responsables de la montée de ces populismes dont on parlait il y a quelques instants, doivent aussi s'orienter vers des nouveaux partis, des partis qui sont porteurs d'un projet pour l'Europe, qui permettent d'enclencher cette transition écologique et sociale que l'on porte, nous, dans notre ADN, pour faire réellement la différence. Parce que l'Europe, aujourd'hui, ce n'est pas soit l'Europe des eurosceptiques, soit l'Europe néolibérale des traités d'austérité. On l'a vu aussi avec la Grèce, on a déjà évoqué ces sujets. Et donc, adopter aujourd'hui un plan ambitieux en matière climatique, énergétique, investir dans les transports en commun, tout ça, l'Union européenne peut le faire. Il y a aussi, dans d'autres matières, on peut toucher aux questions sociales, il y a aussi énormément d'initiatives de transition sociale qui se passent, des hébergeurs de migrants. Je suis désolé, mais ce que les Verts font ici au Parlement, ce n'est pas du tout ce que vous dites. Les Verts au Parlement défendent le libéralisme. Je n'ai jamais entendu les Verts, que ce soit en commission Econ où je suis présent, ou en Agri, ou dans les autres commissions, ils défendent le modèle. Le modèle qui fait en sorte que la BCE donne de l'argent aux banques sans aucune condition. Alors ce que nous défendons, c'est justement mettre en avant les pouvoirs publics et abandonner cette idée que le marché est capable de tout résoudre. Donc ce que nous voulons, c'est la création d'un fonds qui soit mis à la disposition des gouvernements, des États publics pour pouvoir effectivement canaliser cet investissement dans les secteurs qui sont nécessaires pour entamer cette transition. Mais je n'ai jamais vu les Verts faire ça. Ce que les Verts font, c'est défendre le status quo, le marché de carbone, les écotaxes, l'internalisation des coûts de la Vous n'avez pas dû suivre les politiques déposées par les propositions déposées par les Verts, parce qu'on propose notamment, et on a déjà mis sur la table, quelque chose de radicalement différent. Nous avons déjà proposé et mis sur la table et des propositions que l'on continue à porter et qui font partie de nos priorités de législature, qui sont par exemple le fait de mettre en place un pacte finance-climat, qui passe notamment par des prêts à taux zéro pour financer la transition écologique, des investissements dans les travaux économiseurs d'énergie, dans les transports en commun. Ce sont toutes des propositions qu'on a déjà mises sur la table, qui ne sont pas passées, qui sont bloquées. Mais on est 51 députés sur 750 aussi, donc il faut voir la proportion. Il y a toute une série de politiques qu'on a réussi à influencer, notamment en matière agricole, de sortie des pesticides, des plastiques, etc. Ce sont des politiques qui avancent trop lentement pour effectivement répondre à cette urgence et qui maintenant appellent de passer à la vitesse supérieure pour changer le système. Alors Saskia Bricmont, vous parliez de la Grèce tout à l'heure. On a précisément pour vous une question qui pique et elle est posée par un Grec. Exactement, il s'appelle Yorgos Vanias, c'est un jeune restaurateur et lui tout simplement, il en a marre et l'austérité, il ne veut plus en entendre parler. Être juste revenu de la Grèce après 2 ans, je réalise que les mesures d'austérité ont totalement détruit ce pays. Rien ne marche plus. Les Grecs en ont marre. Le système public et le système fédéral est une rigolade. Les systèmes informatiques, on ne peut pas compter sur ça. Et de ce fait, il y a même encore des familles qui touchent des retraites des personnes décédées. Que proposez-vous à ce qu'on puisse enfin voir la Grèce se remettre sur ses 2 pieds et prendre de l'avant ? Alors, c'est d'abord une question pour vous, Miguel Viegas, puisque le Premier ministre Alexis Tsipras, en Grèce, il fait partie du même groupe politique que le vôtre. Hein. Bien sûr, je dirais entre guillemets malheureusement, parce que, en fait, aujourd'hui, le gouvernement grec est trop aligné sur les dogmes et les prémices fondamentales de l'Union européenne, qui sont 2. L'équilibre budgétaire, donc la pression en baisse sur les dépenses publiques, et après, deuxième prémisse fondamentale, le marché concurrentiel pour tout résoudre. Voilà. On l'a contraint à s'aligner. Il faut absolument mettre en cause ces 2 prémisses fondamentales, sinon il n'y aura pas de transition écologique. Voilà, c'est ça que nous défendons. En quelque sorte, nous ne pouvons pas établir les conditions pour pouvoir réaliser les investissements qui s'imposent, notamment en termes de services publics de transport, d'énergie,
au même temps que nous imposons aux États des contraintes budgétaires qui ne permettent pas de réaliser ces investissements. Donc il y a quand même une énorme contradiction. Et c'est ça qu'il faut dire aux électeurs. Il faut changer ces prémices pour pouvoir effectivement mettre en place un fonds public qui soit à même de financer cette transition écologique qui doit être supportée sur quelque chose de concret en termes de transport, en termes de production d'énergie, etc. Et donc ce 1000 milliards d'euros, ce sont les fonds nécessaires pour investir tous les ans pour financer cette transition, et bien, il faut aller les chercher. Nous estimons que la BCE existe et elle a les moyens parce que du coup, elle l'a fait, mais elle l'a fait de façon aveugle, sans donner de conditions pour affecter ces moyens. Et ce que nous constatons, c'est qu'une grande partie de ces millions ont été justement affectés dans l'industrie automobile, dans les gazoducs, dans la construction d'infrastructures de routes, enfin exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire. Donc les États ne doivent pas remettre au marché les choix, il faut absolument remettre en avant les politiques publiques et imposer les investissements là où il est nécessaire. Alors Saskia Brikmont, on parlait de l'austérité, ce qui a été imposé à la Grèce. Est-ce que cette austérité, c'est pas justement un des facteurs qui a éloigné le citoyen de l'Europe? Mais oui. Complètement, parce qu'on ne peut pas se dire on va résoudre le problème de l'écart, du gap qui se creuse entre les institutions européennes et le citoyen et les citoyennes, si par ailleurs l'Union européenne n'adopte pas des politiques qui sont en faveur directement de ces citoyens européens, des citoyennes européennes. Je pense à l'austérité, je pense à la politique migratoire, qui concourt aussi largement en Italie. Si aujourd'hui l'extrême droite est au pouvoir en Italie, c'est en grande partie lié aux mesures économiques. Est-ce que vous remettez en cause le traité budgétaire? C'est ça qu'il faut répondre. Vous permettez que je réponde d'abord à la question. Le traité budgétaire, vous le remettez en cause? Donc il y a toute une série de politiques. C'est que du blabla. Il y a toute une série de politiques liées à l'austérité, mais aussi aux politiques migratoires, qui montrent que aujourd'hui, l'intégration européenne n'a pas lieu de manière optimale et donc on ne peut pas rêver de l'Europe actuelle. On n'en rêve pas, nous non plus. Alors, l'Europe ne fait plus rêver bon nombre de citoyens et en même temps, on voit bien qu'il y a une série de pays qui continuent à frapper à la porte de l'Union. C'est le cas de la Macédoine qui s'appelle maintenant la Macédoine du Nord. Nous avons envoyé sur place quelqu'un de neutre, Gilles Le Suisse. Ma chère maman, j'ai décidé cette semaine de prendre l'avion pour voyager dans un pays qui vient tout juste de changer de nom. La Macédoine se nomme désormais la Macédoine du Nord. C'est peut-être un détail pour toi, mais pour eux, ça veut dire beaucoup. C'est la toute première condition pour entrer dans l'Union sans froisser leurs voisins grecs. Après avoir rencontré les Britanniques, qui eux veulent quitter l'Europe, j'étais curieux de rencontrer ceux qui n'ont qu'une obsession, rejoindre l'Union européenne. Deux locaux vont m'accompagner dans cette nouvelle aventure. Gilles, Martin, bienvenue en Macédoine. Ah, merci. L'aéroport vient également de changer de nom, lui aussi, pour rassurer le voisin grec. Il est écrit Aéroport international de Skopje. Il y a 2 mois, c'était écrit Alexandre le Grand. Ah, ok. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Pourquoi ils ont changé le nom? Parce que le nouveau gouvernement a voulu changer le nom pour améliorer les relations avec la Grèce. Tu l'auras compris, entre les Macédoniens du Nord et les Grecs, on marche sur des œufs. Les Grecs affirment que le nom Macédoine appartient à l'une de leurs régions et qu'Alexandre le Grand est l'une de leurs icônes nationales que d'autres pays ne peuvent s'accaparer. Je vais tenter de comprendre tout ça lors de mon séjour, mais avant ça, mes guides proposent une petite pause gourmande pour goûter une spécialité locale, le börek. Dans la cuisine, je découvre un drôle de rituel. Un boulanger fait voler de la pâte feuilletée, tel un pizzaiolo. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il doit rendre la pâte très fine. Plus c'est fin, plus c'est bon. Le börek est une sorte de gâteau salé fourré à la viande ou au fromage. Les Macédoniens le savourent au petit déjeuner, c'est délicieux. Et je vais vite comprendre que même le plat national pourrait trouver un bel avantage à devenir européen. Combien coûte un bourrek? 90 centimes. 90 centimes. 90 centimes? Vous pensez que le prix pourrait augmenter si vous étiez dans l'Europe? Oui, en Slovénie, un quart de bourrek coûte 2,50 €.
Et oui, ici l'Europe est encore considérée comme l'Eldorado. Il faut dire que le salaire moyen des Macédoniens du Nord s'élève à seulement 325 €. Et pour beaucoup, les fins de mois sont difficiles. Depuis 3 jours, ce sont les mêmes marchandises que je propose. Vous pouvez imaginer comment vont les affaires. Les gens n'ont pas d'argent. Le pays est fragile. Et entrer dans l'Europe, ça pourrait aider la Macédoine? J'espère que Dieu nous vienne en aide. C'est vrai qu'en adhérant à l'Europe, les Macédoniens pourraient plus facilement exporter leurs spécialités. Certaines ont des vertus surprenantes. Alors une cuillerée de cette poudre et ça devient grand comme un arbre. Mes 2 amis m'emmènent ensuite sur le mont Vodno où je découvre un panorama de la capitale. Sur place, nous rencontrons un club de motards qui pense que leur pays a déjà fait beaucoup de sacrifices pour entrer dans l'Europe. Nous avons changé de nom. Nous avons reconnu toutes les nationalités, les minorités. Nous avons tout accepté. Une deuxième langue, et je ne sais plus quoi d'autre. Nous avons tout changé. Et c'est bien ou pas? Je pense que c'est bien si l'économie va de l'avant. Sinon, je ne peux pas changer de nom pour rien. Je dois y gagner quelque chose. Ça a été difficile de voir son pays changer de nom? Bien sûr. Pourquoi? Tu aurais changé de nom, toi? Ça dépend si c'est pour un joli nom. Quoi, tu parles de la beauté du nom? Ou tu y gagnerais quelque chose? Non, ce qui est difficile, c'est qu'on t'impose un nom et que tu doives l'accepter. Mais tu sais, maman, il y a bien un plan pour faire entrer la petite République dans l'Union, mais il est assorti de beaucoup de conditions. Le pays est candidat depuis 2004, pourtant, les négociations d'adhésion n'ont commencé qu'en 2018 et aucune question n'est encore réglée. L'Europe critique très vertement différents aspects de la politique macédonienne, comme le respect des droits fondamentaux, l'organisation de la justice ou encore l'environnement. Il faudra donc du temps. Et puis les citoyens européens sont réfractaires à tout nouvel élargissement. C'est même la seule politique européenne à être majoritairement rejetée. Et les difficultés actuelles avec les derniers pays arrivés ne sont pas faites pour que ça change. Pourtant, pour certains citoyens macédoniens, l'Europe pourrait être aussi un rempart contre la discrimination. Je vais le comprendre grâce à ce boxeur qui fait partie de la communauté rome. Recep Redzepovski est rome de Macédoine et champion olympique. En 1984, il a remporté la médaille d'argent aux Jeux de Los Angeles. J'ai combattu plus de 430 fois. J'ai perdu seulement 3 fois. Malgré sa médaille olympique, le boxeur a été peu récompensé par son pays. C'est tout juste si l'État lui a permis de s'installer dans cet appartement à louer. Pour lui, c'est sûr, il a été traité avec peu de considération parce qu'il est rome. Par exemple, pour le même crime, un rome va écoper de 6 ans, alors qu'un non-rome va prendre 6 mois. Et aussi, la plupart des Roms sont employés pour ramasser des bouteilles de plastique. Ils font tout pour nous maintenir dans notre misère. Si la Macédoine adhère à l'Union européenne, pensez-vous que la communauté rome sera mieux traitée? L'ouverture des frontières va nous ouvrir les yeux. Nous aurons plus de chances de nous en sortir. Nous sommes des gens capables et nous savons tracer notre route. Mais vois-tu maman, la situation des Roms, même en cas d'adhésion, ne devrait pas changer du jour au lendemain. En Bulgarie et en Roumanie, leur sort s'est légèrement amélioré après l'entrée de ces pays dans l'Union. Mais il est loin d'être enviable. De plus, aujourd'hui, populistes et extrême droite relèvent la tête et les Roms sont une de leurs cibles favorites. Exemple, cette déclaration de Matteo Salvini, pourtant vice-président du gouvernement italien. Mi sto facendo fare una ricognizione della situazione rom in giro per l'Italia per vedere chi, come e quando. Poi i rom italiani, purtroppo te li devi tenere in Italia perché non li puoi espellere. Le sentiment anti-Rom est tellement fort, même en Europe, que récemment en France, des rumeurs de vol d'enfants par des Roms ont provoqué une véritable chasse à l'homme. Et tout cela, l'Europe ne pourra pas le changer en un coup de baguette magique. En attendant, les Roms de Macédoine continuent à se battre pour leurs droits. Ils fêtent ce soir la journée internationale des Roms et je ne peux résister à l'envie de danser sur leur musique. Tu es enfin devenu un Rom. Puis c'est ton fils, Gilles.
Sacré Gilles, retour sur le plateau du Parlement européen à Bruxelles. Alors Saskia Bricmont, est-ce qu'il faut ouvrir la porte aux Macédoniens et aux autres pays des Balkans, la Serbie D'abord, c'est une bonne chose. L'accord intervenu entre la Grèce et la Macédoine règle un conflit qui a duré plusieurs décennies et donc c'est à saluer. Et c'est sans doute un exemple pour les Balkans occidentaux pour faire en sorte que l'intégration européenne effectivement puisse se poursuivre. Et grâce à ce conflit résolu sur le nom de la Macédoine, enfin la Macédoine peut espérer entrer dans l'Union européenne. Voilà, tout à fait. Maintenant, je retiens du reportage aussi les difficultés posées avec l'élargissement aux nouveaux États membres. C'est interpellant, mais c'est réel. Et là, c'est l'Union européenne qui doit se poser la question de ce qu'elle veut comme politique pour, à nouveau, tout comme dans les mêmes logiques que l'austérité que les Verts ne soutiennent pas, poursuivre et amplifier, améliorer l'intégration sociale de l'Union européenne. C'est une condition indispensable aujourd'hui. Il y a pour les États qui veulent adhérer, il y a une série de critères à rencontrer, mais pour l'Union européenne et son fonctionnement, il y a aussi une série de critères à rencontrer. Le dumping social, le fait qu'il n'y ait pas de revenu minimum à l'échelle de l'Union européenne, que nous, on propose de mettre à 60% du revenu médian dans chaque État membre. Le fait qu'il n'y ait pas de système de sécurité sociale qui puisse aussi être commun avec une harmonisation vers le haut. Le fait qu'il n'y ait pas de capacité aujourd'hui à avoir une véritable lutte contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale à l'échelle de l'Union européenne. Ce sont toutes des conditions aussi pour faire en sorte que l'Union européenne fonctionne et qu'on ait des politiques qui sont destinés aux citoyens. Miguel Viegas, le dossier de l'élargissement, moi j'ai un peu l'impression parfois que c'est le dossier tabou au sein de l'Europe, qu'on a mis ça un petit peu de côté, on n'en parle pas trop pendant la campagne. Notez, il va y avoir un rapport de la Commission d'ici quelques jours, mais curieusement, c'est peut-être un hasard évidemment, mais c'est le 29 mai et les Européens vont voter le 26 mai. C'est curieux, non? Voilà. L'élargissement se pose de façon tout à fait originale aujourd'hui, parce que pour la première fois, il y a un pays qui décide de sortir. Donc la question se pose dans les deux sens, ce qui est tout à fait nouveau. Et ce qui révèle un petit peu la crise de valeurs qu'on vit aujourd'hui dans le seuil de l'Union européenne. Je regardais le reportage et, bon, nous estimons que ce sera au peuple de Macédoine de décider, mais je me rappelle de ce qui s'est passé au Portugal, où il y avait aussi cet espoir de pouvoir améliorer la condition de vie en adhérant à l'Union européenne. Et donc, tout le monde était très optimiste et les leaders politiques qui étaient au gouvernement prônaient justement la convergence des salaires. Or, ce qui s'est passé a été très douloureux parce que, effectivement, l'économie portugaise n'était pas prête pour adhérer au marché unique. Donc ça a été un petit peu la catastrophe, c'est-à-dire que les seules activités véritablement rentables, ce sont les activités non concurrentielles, c'est-à-dire le tourisme et la construction, le bâtiment. Je peux vous dire qu'au Portugal, on a la plus grande zone de pêche de l'Europe. Nous sommes le plus grand consommateur d'Europe, mais nous importons 70% du poisson que nous consommons. Et il faut dire, et ça c'est important de le dire, qu'une grande partie de ces 70% de poissons que nous consommons sont pêchés dans nos eaux par les bateaux espagnols. Donc ça montre bien l'effet, c'est un exemple qu'après on peut en trouver d'autres, mais effectivement ce marché unique concurrentiel a effectivement provoqué des ravages dans notre économie. Et donc, vous êtes sceptique alors? Je n'ai pas dit eurosceptique. Bien sûr, bien sûr. Donc je me demande si une adhésion maintenant sans condition préalable ne peut pas aboutir un petit peu à la même chose qui nous est arrivée au Portugal. Mais après, je rejoins un peu ce qui a été dit. La grande question, c'est savoir que faire de l'Union européenne. Parce que moi, la question que je pose souvent, c'est que si nous avions une européenne qui prônait la convergence sociale, des salaires, des niveaux de vie, et si, malgré la crise, depuis l'euro par exemple, les salaires auraient convergé, au lieu de diverger, parce que la moyenne des salaires au Portugal s'écarte de la moyenne européenne, si ça avait été l'inverse, certainement, aujourd'hui, on ne serait pas en train de parler ni de Brexit, on ne serait pas en train de déchanter avec la montée de l'extrême droite un peu partout. Donc c'est là-dessus qu'il faut réfléchir. Et quand on réfléchit, il faut comprendre quand même, et je pense qu'il ne faut pas mentir aux gens, qu'il y a certains dogmes de l'Union européenne qui doivent être modifiés. Et c'est ça un peu ce que nous défendons. Donc effectivement, dans le cadre des règles, il y a beaucoup à faire et on essaie de le faire, mais il faut quand même penser à cette prémisse fondamentale, à ces traités qui prônent le néolibéralisme, l'austérité et l'économie concurrentielle qui met en concurrence les travailleurs de tous les pays.
Saskia Bricmont, merci d'être venu vous accouder au bar de l'Europe. Merci à vous aussi, Miguel Viegas. Et on va passer à présent d'un Parlement à l'autre. On va passer du Parlement européen à Bruxelles, où nous sommes, au Parlement européen à Strasbourg. C'est là que j'ai rencontré Antonio Tajani. Il est le président du Parlement et il espère bien le rester. Antonio Tajani, nous sommes au Parlement à Strasbourg. On est un peu chez vous. Vous présidez ce Parlement depuis 2 ans et demi. Soyez les bienvenus. Même maintenant. Alors, quand vous êtes arrivé à ce Parlement, à cette présidence, vous avez déclaré « Je veux réconcilier l'Europe et le citoyen ». Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir réussi ou est-ce que vous n'étiez pas un petit peu présomptueux? Non, pas présomptueux, c'est mon travail. Et je pense qu'on a fait des bonnes choses et on a essayé de démontrer que le Parlement est l'institution la plus proche aux citoyens. Nous avons eu, exemple, plus d'1 million de visiteurs. Et nous avons ouvert la Maison de l'Histoire de l'Europe, donc on a ouvert le Parlement. Ici à Strasbourg, par exemple, le Parlement est ouvert aussi aux citoyens français quand le Parlement est fermé pour faire des événements. Mais on a fait des bonnes lois. J'ai signé 180 nouvelles lois européennes. Comment ça se fait alors que les citoyens européens, souvent, ne comprennent pas que ce Parlement a du pouvoir? Mais il faut donner plus de pouvoir. Mon engagement est aussi d'essayer de donner plus de pouvoir au Parlement et tous les députés sont favorables. Les pouvoirs d'initiative législative, par exemple, c'est le seul Parlement au monde qui n'a pas cette initiative. Mais donc le Parlement européen ne peut pas proposer de loi. Exactement, exactement. Mais je pense que nous avons fait des bonnes choses. Les règles pour protéger les entreprises contre le dumping chinois, les règles pour contrôler les investissements en Europe. On a rencontré M. Zuckerberg, on a ici obligé Zuckerberg à dire qu'il s'excuser face aux Européennes pour l'histoire de Cambridge Analytica. On a fait des bonnes règles sur les droits d'auteur. Ouais. On a protégé l'identité européenne, on a protégé les entreprises européennes. L'industrie de la culture sont 12 millions de travailleurs. Donc je pense qu'on a fait du bien. On peut toujours améliorer, mais je pense, moi j'essaie d'expliquer ce que nous avons fait pour donner un message positif. Sans l'Europe, on ne peut pas protéger les citoyens. Les citoyens ont parfois l'impression d'avoir affaire à une Europe pour les riches. Par exemple, vous parliez d'ailleurs des GAFA, les géants du net. Il n'y a toujours pas d'accord en Europe pour imposer Google, Amazon, Apple, alors que le citoyen, lui, il paye ses impôts. Exactement, mais nous sommes favorables à une taxe pour les géants du web. Mais ce sont les États membres qui ne veulent pas nous. Le Parlement européen le veut. Donc les ennemis de l'Europe, ce sont les nations. Mais certaines fois, oui, parce que on a des intérêts différents. Même sur la question de l'immigration, nous avons voté pour la réforme des règles de Dublin, c'est-à-dire pour ce qui concerne les réfugiés, il faut les envoyer dans tous les pays membres, pas seulement dans les pays où ils arrivent. Nous avons fait une bonne réforme, mais le pays de Visegrad, le pays de l'Est ont bloqué la réforme. Donc le Parlement fait son travail. Et aussi face à la Commission européenne, nous n'avons jamais reculé dans ma présidence, face à la Commission européenne. Moi, j'ai défendu aussi le Parlement de façon forte sur le Brexit. J'ai dit, on ne peut pas jouer avec le Parlement européen, ce n'est pas un hôtel, ce n'est pas un taxi, on ne peut pas l'utiliser pour entrer et sortir. Donc, aussi les États membres, les Britanniques doivent respecter le Parlement européen. Mais il y a parfois une absence de l'Europe. On va prendre un cas que vous connaissez bien, l'Italie. L'Italie reproche à l'Europe de ne pas être solidaire dans le dossier migratoire. Et c'est cette absence de l'Europe qui a conduit les populistes, l'extrême droite, au pouvoir en Italie. Et bien sûr, l'Europe a fait des fautes, mais ce ne sont pas les institutions européennes, ce sont les États membres. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas seulement le Parlement européen et la Commission, il y a aussi les États membres. Parce que si eux, ils bloquent l'activité du Parlement, sont eux les responsables, ce n'est pas nous les responsables. Parce qu'il y a 3 pouvoirs différents, la Commission, le Parlement, nous sommes les seuls élus, et les États membres. Si les États membres bloquent avec ce système qui n'est pas moderne de l'unanimité, ils bloquent les réformes, ils bloquent les choses les plus importantes que nous faisons parce qu'ils essayent d'avoir des bénéfices seulement pour leur pays.
c'est pas bon, mais nous n'avons pas tous les pouvoirs, parce que nous avons le pouvoir que les pays membres nous ont délégués. Donc nous faisons ce qui est dans notre pouvoir. Alors on voit aujourd'hui des citoyens, parfois des jeunes citoyens, comme Greta Thunberg, qui fait la leçon aux politiques. Hein. Ces jeunes qui manifestent pour le climat, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent aux responsables politiques européens, vous n'en faites pas assez. Il faut écouter la rue, il faut écouter ces citoyens qui... Il faut toujours écouter les citoyens. J'ai rencontré Greta, j'ai parlé avec elle, je lui ai expliqué ce que nous sommes en train de faire. Et je lui ai dit que nous sommes engagés pour la défense de l'environnement contre le changement climatique. On peut faire beaucoup plus, mais ce n'est pas toujours facile de faire tout de suite. Et vous êtes favorable, par exemple, à un accord commercial avec les États-Unis qui ne respecte pas l'accord de Paris sur le climat? Il y a beaucoup de discussions autour de ça. Mais il faut essayer de regarder la situation de deux coins, c'est-à-dire lutte contre le changement climatique, mais en même temps essayer d'aider nos entreprises, parce qu'il faut respirer, mais ici il faut manger le soir. Donc les familles, il ne faut pas perdre de postes de travail dans l'industrie. C'est pas facile. Comme je l'ai dit quand j'étais au début de mon travail en tant que commissaire à l'industrie, on peut organiser un bon mariage entre la politique environnementale et la politique industrielle. Il y a 750 députés ici. Vous les connaissez tous par leur nom? Plus ou moins. Mais je suis ici depuis 1994, donc je connais plusieurs députés. Pas tous 750 ans, comme ils changent, il arrive quelqu'un qui est élu dans son pays qui quitte, mais je connais la plupart des députés. Il y a des chahuteurs, des députés que vous n'aimez pas? Non, moi je respecte tout le monde, parce qu'ils sont élus. Ils représentent le peuple, donc soit même s'ils ont des idées complètement différentes de mes idées, mais je sens. Mais par exemple, Nigel Farage, vous serez content de ne plus le voir? Mais s'il est élu, c'est son travail. Moi, j'ai sanctionné, avec la sanction la plus dure, un député polonais qui maintenant quitté le Parlement, M. Korwin-Mikke, qui a dit que les femmes doivent avoir un salaire plus bas face aux hommes parce qu'elles sont moins intelligentes des hommes. Donc j'ai donné une sanction très dure parce qu'il a parlé contre nos valeurs. Et donc voilà, les droits des femmes, c'est une chose importante pour moi, pour nous tous. Voilà, j'ai sanctionné ces députés, même s'il s'est fâché. Antonio Tajani, 1er juillet 2019, stop ou encore? Ce sont les Italiens qui vont décider si je dois être encore une fois député européen. Et après, on va voir si le PPE aura la présidence. Moi, j'essaierai d'être président encore une fois, mais c'est d'abord les Italiens qui doivent décider, après les PPE qui doivent décider. Moi, je suis prêt à aller de l'avant. Mais vous rêvez d'être à nouveau président? Ou vous pourriez être simple député? D'abord, la chose importante, c'est d'être député. Après, si mon parti décide de choisir moi comme candidat à la présidence, moi, je suis prêt. Merci Antonio Tajani. Merci à vous. Retour à Bruxelles et je vous présente Philippe Van Parijs. Vous êtes économiste, philosophe, professeur à l'Université catholique de Louvain et à Oxford. Et pour la petite histoire, vous avez un vélo qui vous a permis de venir ici. Alors d'abord, les Européennes sont souvent l'objet d'un taux d'abstention très très élevé. Vous expliquez ça comment? Des intérêts, des amours à l'égard de l'Europe? Je crois que c'est simplement une forme paroxystique du paradoxe de l'électeur. C'est en fait un paradoxe constant de voir que tant de personnes se dérangent pour aller voter, sachant le peu de différence que leur vote fait. Déjà, au niveau de chaque commune, le vote ne fait pas tellement de différence. Notre vote personnel, la chance que ça modifie les majorités, que ça permette aux partis qu'on soutient d'avoir un siège supplémentaire est faible. A fortiori au niveau d'une région, encore plus au niveau de l'État fédéral, mais alors pour que ça fasse une différence quand il y a plus de 300 millions d'électeurs, alors c'est un miracle qu'il y ait tant de personnes qui se dérangent pour aller voter. Donc on a l'impression que ça ne sert à rien. Alors, c'est-à-dire on n'a pas nécessairement l'impression que les élections globalement ne servent à rien, mais pour chacun on doit se dire, on doit être motivé par autre chose que la croyance que son propre vote fera la différence. Ce propre vote a vraiment très peu de chances de faire la différence, donc on doit se dire, c'est mon devoir de citoyen
de m'informer, pas seulement de me déranger, mais de m'informer pour savoir un peu qui mérite mon vote. Et alors, bon, le miracle d'une démocratie qui fonctionne, c'est que tant de personnes se dérangent, et que moins de personnes se dérangent quand il y a 300 millions d'électeurs qui votent n'est pas du tout étonnant. On voit bien qu'aujourd'hui, les citoyens européens remettent en cause la démocratie représentative. Nos assemblées traditionnelles ne correspondent plus, ne répondent plus aux aspirations des citoyens? Oui, je ne sais pas si elles y ont jamais pleinement répondu. Il y a toujours eu un écart, un fossé entre ceux qui nous dirigent, y compris au niveau de l'Assemblée, pas seulement au niveau des exécutifs, et puis le citoyen. Mais il y a des exigences plus grandes de la part des citoyens aujourd'hui, qui se disent, notamment en réalisant qu'il y a les médias sociaux, que leur voix peut être entendue, ils se disent il faudrait que j'ai un peu plus d'influence, et donc on se met à imaginer des formules alternatives qui soient non pas des alternatives totales à l'élection. Je crois que notre démocratie et la meilleure démocratie possible devra rester une démocratie largement électorale. C'est tout de même mieux que ceux qui nous dirigent soient choisis par nous plutôt que simplement tirés au sort ou choisis par des experts. Et donc, l'aspect électoral restera central. Vous parlez justement du tirage au sort. On l'a dit plusieurs fois dans cette émission qu'il y avait cette possibilité d'être tiré au sort, que le citoyen puisse aller activement dans une assemblée. Vous y croyez, vous, à ce tirage au sort? Ce serait une solution ou pas forcément? Alors j'y crois, mais pas du tout comme alternative à la démocratie électorale. Donc je crois qu'il y a moyen d'y faire une place. C'est évidemment une illusion totale de croire qu'au moment où on tire des citoyens au sort, le citoyen participera à la vie politique. Ce ne sera qu'une toute petite fraction infime des citoyens à qui on donnera un certain rôle. Donc, et en plus, comme je viens de le dire, se dire, est-ce que vraiment le sort est plus compétent que moi pour choisir qui va me diriger que moi, le peuple? Donc, laisser choisir les dirigeants par le sort, c'est soustraire au peuple une part de son pouvoir. Alors, quel pourrait néanmoins être le rôle, et à mes yeux un rôle important de ces assemblées tirées au sort, du reste aux différents niveaux? C'est le suivant. Donc il y a en fait trois perversités dans le système électoral que ces tirages au sort, ces assemblées tirées au sort permettraient de réduire, voire d'abolir pour certaines d'entre elles. La première, c'est que la meilleure démocratie du monde est toujours avec les yeux rivés sur la prochaine élection. Et alors ça veut dire que dans une large mesure, on va ignorer les intérêts des personnes qui ne sont pas encore nées, des personnes les plus jeunes, parce que ce sont les intérêts à court terme qui vont prévaloir. La meilleure démocratie du monde n'est jamais que la dictature de la génération présente. Donc première chose, on peut se permettre dans ce cadre-là, avec des gens qui n'ont pas à rendre des comptes en vue d'obtenir assez de votes aux prochaines élections, on peut réfléchir plus à long terme, première chose. Deuxièmement, on n'est pas coincé dans des tactiques partisanes en disant on va faire passer ceci de manière, accepter ceci de manière à ce qu'on obtienne cela, etc. On peut vraiment délibérer plus librement qu'autrement. Et troisièmement, il y a une diversité plus grande dans ces assemblées. Mais le but ne peut pas être de dire là c'est le vrai peuple qui va s'exprimer. Non, ce dont on a besoin, c'est des gens qui délibèrent ensemble, qui réfléchissent ensemble à ce que l'intérêt général requiert et à ce que l'équité requiert, y compris l'équité à l'égard des générations futures et l'équité à l'égard de gens qui sont à l'extérieur de chez nous. Et donc c'est pour ces trois raisons, donc le long terme, la liberté par rapport aux tactiques partisanes et troisièmement la diversité, eh bien cette diversité plus grande, pas représentative de l'ensemble de la population, mais quand même beaucoup plus grande que dans les assemblées élues. Pour ces trois raisons, c'est un instrument précieux. À titre d'exemple, pour voir le rôle que ça pourrait prendre, donc dans le bouquin que j'ai publié l'été dernier sur l'avenir de la Belgique, je défends un Sénat sans sénateurs élus. Donc, il serait mandaté par la Chambre pour réfléchir sur des enjeux à long terme, pour arriver avec des propositions. Si ces propositions sont suivies par la Chambre, alors c'est la procédure habituelle. Si elles ne le sont pas, c'est un référendum, mais un référendum préparé par ces délibérations. Cela dit, il ne faut pas nécessairement siéger pour avoir un impact. Exemple, ces jeunes qui sont descendus dans la rue pour le climat un peu partout en Europe et qui ont fait du climat une priorité dans la campagne électorale. Comment vous voyez cet impact de la rue sur le politique? Est-ce que la rue doit faire la loi?
la rue ne doit pas faire la loi, mais il faut écouter la rue. Et tout comme il faut écouter les électeurs. Mais les électeurs ou les participants à un référendum sont des gens dont les préférences sont aplaties. Les élections, c'est un aplatisseur de préférences parce que qu'on ait une préférence très forte pour un parti ou qu'on ait une quasi-indifférence, et de même dans le cas des référendums pour une des questions substantielles, c'est un homme, une femme, une voix. C'est exactement la même chose. Donc, quand pour certaines personnes, il y a des questions qui sont vraiment de la plus haute importance, ils y ont réfléchi, ils pensent que vraiment il y a urgence, mais la rue est vraiment un autre instrument pour faire entendre sa voix qui est extrêmement important. Donc aller de dimanche en dimanche manifester, ça coûte plus cher en temps, en effort, qu'aller voter tous les 5 ans. A fortiori, organiser pour préparer des pancartes, inventer des slogans, etc., ça montre que c'est une chose vraiment importante. Et c'est pour ça que c'est très important que les dirigeants se mettent à l'écoute de la rue, sans cependant se faire les esclaves de la rue. C'est pas parce qu'il y a 100 000, 200 000, 1 million de personnes qui manifesteraient sur une cause quelconque que les dirigeants devraient dire la rue a décidé. Non, ce ne sera jamais qu'une fraction qui descend dans la rue, et les dirigeants devront encore réfléchir aussi à cette lumière-là, à ce qu'exige l'intérêt général. Philippe Van Parijs, merci d'être venu vous accouder au bar de l'Europe. Et vous allez faire un petit jeu de chaises musicales parce qu'on va recevoir maintenant Cécilia, notre chroniqueuse, et c'est notre rubrique Parole de citoyen. Et on accueille Cécilia Brio, vous êtes étudiante à l'école de journalisme de Louvain. Alors les paroles de citoyens sont souvent imprégnées d'a priori, de préjugés. Est-ce que les institutions européennes essayent de rectifier le tir? Oui, c'est vrai qu'on a tous au moins une fois dans notre vie eu des a priori et les élections européennes n'y échappent pas. Alors c'est pour ça que l'Europe, elle a mis les bouchées doubles pour justement convaincre le citoyen de l'utilité de ces institutions. Donc début avril, la Commission européenne, elle a lancé un site web qui s'appelle Les Décodeurs de l'Europe. C'est un peu, Paul, une sorte de campagne anti-préjugés. Et alors sur ce site web, on trouve des articles qui détaillent l'action de l'Europe en matière environnementale, par exemple. Donc il y a un article qui explique que depuis 25 ans, il y a 700 substances chimiques qui ont été interdites. Mais attention, il n'y a pas que des articles, il y a aussi des vidéos. Il y a notamment une web-série composée de 10 épisodes qui suit un peu le parcours d'une famille ordinaire où on assiste à leur discussion et notamment sur l'intérêt d'aller voter aux européennes. Regardez. Ben, elle est passée où cette petite bête? Oscar? Quoi? Ça va, t'as pas froid? Non, non. Si vous voulez, on pourra vous accompagner le mois prochain pour aller voter. Voter pour? Les européennes? Oh, moi, je vote jamais pour les européennes. Ah bon? Pourquoi? Moi, parce que l'Europe n'est pas du tout démocratique. Et je vois pas pourquoi je voterais pour une institution qui n'écoute pas ses citoyens. En fait, mamie, bien sûr que tu as ton mot à dire en votant pour élire les députés européens. Ils ont des pouvoirs super importants, tu sais. Ils votent les lois sur l'environnement, la migration, la sécurité ou encore le budget européen. Bon, Cécilia, 2 minutes pour convaincre le citoyen européen d'aller voter, ça me semble un peu light, non? Il n'y a pas d'autre moyen de s'informer? Si, il y a un autre moyen de s'informer. C'est un site internet qui s'appelle Fact Check UE. C'est une initiative qui a été créée par 19 médias européens, dont Le Monde ou encore l'agence France Presse. Alors, le but de ce site, c'est que le citoyen, il pose une question, une interrogation qu'il a en tête sur un sujet d'actualité. Exemple, l'Allemagne menace-t-elle le siège de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies? La réponse est non, ça ne menace pas du tout la place de la France, mais c'est vrai que ça fait plusieurs années déjà que l'Allemagne rêverait d'y siéger. Alors l'Europe craint aussi des ingérences étrangères dans la campagne électorale et très souvent c'est la Russie qui est pointée du doigt. Oui, et effectivement, la Commission européenne, elle prend le problème très au sérieux. Elle a d'ailleurs créé une unité un peu spéciale à Bruxelles composée de 6 personnes, de 6 espions. Et alors ces agents 007, ils ont mis en place un site web qui s'appelle UE versus Disinformation. Et alors ils luttent un peu contre la désinformation en ligne. Ils passent au crible
crible toutes les informations qui circulent, notamment sur les médias russes, des médias qui sont particulièrement influents, notamment en France. Je pense bien sûr à Russia Today, qui est la chaîne de télévision, ou Sputnik. Et c'est vrai qu'ils sont influents parce qu'ils insistent sur tout ce qui va mal en Europe et ils essayent un peu de semer le trouble dans l'esprit des électeurs. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la désinformation, elle n'est pas uniquement russe, elle vient d'ailleurs. D'ailleurs, la Commission européenne, elle a recensé 647 fake news venues de la Russie, mais il y a, attention, 347 fake news venues de, devinez de quel pays? Les États-Unis. Oui, j'ai gagné. C'est ça, les États-Unis. Je ne veux pas vous croire. C'est étonnant. Alors, le bar de l'Europe va se refermer ici, mais ce n'est qu'un au revoir, Esmeralda. Évidemment, parce que la campagne électorale et cette campagne européenne nous intéressent sur la RTBF et sur TV5 Monde. Les deux chaînes sont mobilisées pour la soirée du 26 mai. Nous, au Maxi Bar de l'Europe, on vous retrouve mi-juin pour un numéro spécial qui viendra évidemment débriefer ces élections. Et puis, si vous avez envie de nous revoir encore et encore, il y a deux sites internet, celui de la RTBF et celui de TV5 Monde. Merci Esmeralda et merci à vous d'être de fidèles clients du bar. À très vite.